Bonjour tout le monde, bienvenue à la Maison du développement durable virtuel. Je suis Raphaël Dufresne, responsable des programmes à la Maison du développement durable. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour notre premier webinaire de la saison d'automne 2020, le webinaire électrification des véhicules, combiné mobilité et transition écologique. Notre événement d'aujourd'hui est présenté dans le cadre des campagnes J'embarque les rendez-vous de la mobilité durable pour l'île de Montréal et Roulons électrique par le Conseil régional de l'environnement de Montréal, puis en collaboration avec la Maison du développement durable. C'est donc un panel virtuel qui nous permettra de discuter des enjeux, des défis associés à l'électrification des transports et la place du véhicule électrique privé en contexte montréalais. On est donc en direct sur Zoom aujourd'hui, puis également en direct sur Facebook, sur la page de la Maison du développement durable et la page du Conseil régional de l'environnement de Montréal. Vous êtes invités, que vous soyez sur Zoom ou sur Facebook, à nous écrire vos impressions, vos questions pour la période d'échange avec le public qui aura lieu à la toute fin du panel. On va faire suivre ça à nos panélistes pour qu'ils répondent au meilleur de leur connaissance à toutes vos interrogations. Finalement, je prends quelques secondes pour remercier nos précieux partenaires, que ce soit Hydro-Québec, partenaire principal de la programmation de la Maison du développement durable, et la Ville de Montréal. Et je vous invite à nous suivre dans les prochains temps parce qu'on aura de nombreux autres événements à vous présenter cet automne. Je passe maintenant la parole à notre animateur d'aujourd'hui, Blaise Rémillard, qui est responsable transport et urbanisme au Conseil régional de l'environnement de Montréal. Bon événement! Bonjour, merci Raphaël et bienvenue à tout le monde qui s'est joint à nous. Nous sommes présentement avec 75 personnes dans l'assistance sur Zoom et plus encore sur Facebook Live. Alors, merci pour cette présence. Pourquoi souhaitions-nous parler, souhaitions-nous parler d'électrification des transports aujourd'hui? Eh bien, c'est dans le cadre de la campagne Roulons électrique, donc une campagne qui est pilotée par Équiterre avec un soutien de Transition énergétique Québec, donc qui vise à promouvoir l'utilisation du véhicule électrique. Ça s'inscrit aussi dans notre campagne J'embarque les rendez-vous de la mobilité durable de l'île de Montréal. Donc, une campagne qui est possible grâce à nos partenaires influenceurs et alliés, donc de la RTM et de la Fondation du Grand Montréal. Alors, merci beaucoup d'être là. Merci également à nos invités. Donc, Philippe Donsky, président de Donsky Énergie, Jacques Côté, ingénieur à la direction des transports, de l'électrification des transports, d'Hydro-Québec, David Corbeil, responsable des infrastructures de recharge de l'Association des véhicules électriques du Québec, et Jonathan Robichaud, conseiller en aménagement de la division des plans et politiques du service de l'urbanisme et de la mobilité de la Ville de Montréal. Alors, merci à tous trois, à tous quatre. Par contre, M. Donsky est retenu pour une présentation, une annonce gouvernementale importante aujourd'hui. Alors, il s'excuse, il va être présent avec nous par le biais d'une petite présentation enregistrée. Et donc, comme ça, bien, on aura accès à son point de vue et puis les travaux qu'ils ont faits. Donsky, c'est une firme qui est spécialisée en efficacité énergétique, en énergie renouvelable et puis en mobilité durable et puis qui offre ses services au gouvernement puis aux entreprises et autres parties prenantes là, pour accélérer la transition énergétique. Ils ont des clients partout en Amérique du Nord et ils ont produit un document qui s'appelle « Trajectoire de réduction des gaz à effet de serre » qui place un peu la place du véhicule électrique et puis d'autres solutions, mais aujourd'hui, on va s'adresser surtout à la question du véhicule électrique dans la possible décarbonisation de l'économie et puis dans l'atteinte de nos cibles de gaz à effet de serre. Donc, je vais démarrer sa présentation. Je vais me permettre de faire quelques petits bonds. D'habitude, quand on est en présence, on peut faire accélérer nos panélistes et des fois,
c'est possible comme ça de rencontrer le temps qu'on a imparti. Dans ce cas-ci, je vais faire quelques petits bonds dans sa présentation pour qu'on se garde le maximum de temps possible pour l'échange et puis focusser vraiment sur les enjeux de l'électrification des véhicules, des transports de personnes à Montréal. Alors, je vous présente ça dans un instant. Alors, à vous, Philippe. Bonjour tout le monde. Merci. Excusez-moi. Alors, à vous, Philippe. Bonjour tout le monde. Merci de m'accueillir. Je suis vraiment Bon, on m'a dit qu'il n'y a pas de son de la vidéo présentement. Est-ce que c'est le cas? Donc, je vais faire appel à mes collègues de la Maison du développement durable. Est-ce que ça fonctionne? De mon côté, tout a l'air beau. D'accord, donc je dois laisser mon micro ouvert. Alors, on recommence. Et je suis désolé pour ce faux départ. Alors, à vous, M. Donsky. tout le monde. Merci de m'accueillir. Je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir être avec vous en personne. Je sais que c'est un panel super important et je ne veux pas prendre trop du temps qui m'a été accordé. Alors, je vais aller tout de suite dans la présentation. Je vais partager mon écran, donnez-moi 2 secondes. On apprend tous ce nouvel ère. Bon, voilà. Alors, on m'a demandé de venir vous parler d'une étude qu'on a réalisée pour le gouvernement du Québec qui concerne fondamentalement une question bien simple, c'est-à-dire comment est-ce que le Québec peut atteindre ses cibles de réduction de gaz à effet de serre. Alors, on va passer sur la présentation de la firme Donsky, qui est très intéressante. Je vous invite à aller consulter leur site web pour plus d'informations sur Donsky. Et puis, on va passer dans le cœur du sujet avec le rapport trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre. On m'a demandé de vous parler d'un de ces mandats qu'on a réalisé récemment pour le gouvernement du Québec et qui a donné lieu à ce rapport final qui s'appelle Trajectoire de réduction des émissions de GES du Québec à horizon 2030 et 2050. Juste avant de décrire le mandat, juste une petite mise en contexte pour être sûr que tout le monde est sur la longueur d'onde. Le Québec s'est engagé il y a quelques années à atteindre une cible de réduction des émissions de 37,5 % par rapport à nos émissions de 90
à l'horizon 2030. Donc, autrement dit, on a devant nous 10 ans pour réduire de façon significative nos émissions de gaz à effet de serre, pour infléchir la courbe des émissions. Ça, c'est une cible 2030, un engagement pour 2030. On s'est donné également un objectif pour 2050 de diminuer d'au moins 80% nos émissions. Donc, à toute fin pratique, de décarboniser l'économie et le système énergétique du Québec. Alors, j'arrive au sujet de notre mandat, qui était essentiellement de répondre à 3 questions, si je peux dire ça simplement. Premièrement, dans quelle mesure le Québec peut atteindre ces cibles-là, ces cibles et objectifs-là, en réduisant des émissions chez nous, plutôt que d'aller acheter des crédits ailleurs. Vous savez, on fait partie d'un marché d'échange de crédits de gaz à effet de serre avec la Californie, mais idéalement, on veut que cette activité de réduction se passe chez nous, au bénéfice de notre économie, au bénéfice de notre environnement. Donc, dans quelle mesure on peut atteindre des réductions chez nous? Deuxième question, comment? Troisième question, à quel coût et bénéfice? Alors, je vais aller tout de suite vers les réponses. Je commence avec la bonne nouvelle. Dans quelle mesure on peut atteindre des réductions chez nous? En fait, la réponse, c'est on peut atteindre 100% de nos cibles 2030 en faisant des réductions ici même au Québec. Et plus encore, et là je fais un petit aparté de méthodologie, quand on fait de la modélisation comme ça, parce que la modélisation, là, on ne fait pas ça sur le coin d'une table, on modélise en fait, on modélise toutes les sources d'émissions de gaz à effet de serre au Québec. Chaque moteur, chaque véhicule, chaque fournaise, chaque chaudière, chaque procédé industriel. On parle de centaines de milliers, en fait, même de millions de sources. On regarde tout ça et en regardant les opportunités de réduction qu'on a devant nous, on doit faire un choix méthodologique au départ. C'est-à-dire, est-ce qu'on commence en regardant toutes les mesures technologiques ou est-ce qu'on commence en regardant toutes les mesures comportementales? Pour les fins de l'étude, on a commencé à regarder les mesures technologiques. Donc, on ne change pas de comportement. On fait simplement, il y a un peu de changement de comportement implicite à ça, mais fondamentalement, on change un équipement par un autre équipement. C'est la façon la plus simple. Certains diraient un peu trop facile, mais on commence avec ces mesures-là. Et la première réponse à la première question, c'est qu'on peut atteindre les cibles chez nous uniquement, si on le voulait, uniquement par la voie technologique. Ça ne veut pas dire que c'est la meilleure façon, nécessairement la seule option qu'on doit poursuivre. Je crois personnellement qu'on doit poursuivre les deux en même temps, mais c'est possible techniquement d'y arriver avec de l'équipement purement. Deuxième partie de la réponse, pour 2050, avec la technologie qu'on connaît aujourd'hui ou qu'on peut prévoir en date d'aujourd'hui, on n'y arrive pas tout à fait à 2050, ce qui veut dire que soit on a besoin, dans ce cas-là, de s'attaquer à des mesures comportementales en plus, ou il y aura d'autres technologies, d'autres innovations qui vont arriver au cours des 30 prochaines années. Donc, je suis moins inquiet pour ce bout-là. Alors, voilà en gros les réponses à la première question. Deuxième question, maintenant, comment? On arrive ou on peut arriver à atteindre nos cibles en opérant un changement sans précédent à 3 niveaux. Et je commence par le premier qui est un peu particulier parce que je parle de grands changements et à vue d'œil, en tout cas, ça n'a pas l'air d'un grand changement du tout. En fait, le premier grand changement, c'est de stabiliser la consommation totale en énergie. Et quand on y pense, on parle ici d'une période de 35 ans et on dit sur 35 ans, on va continuer à avoir une croissance économique, on va continuer à avoir une croissance démographique, on va continuer à avoir une croissance des activités industrielles, des mises en chantier, ainsi de suite. On prend toutes les hypothèses, nous, de croissance du gouvernement du Québec, on ne les remet pas en question. Et on dit, avec ça, malgré ça, on peut travailler sur l'amélioration de l'efficacité énergétique,
de sorte qu'on peut avoir zéro croissance de la consommation d'énergie sur la même période. Ça, c'est la première chose qu'on doit faire, stabiliser la consommation en étant beaucoup plus efficace qu'on l'est aujourd'hui. Deuxième élément de solution, la substitution. Donc, cette même demande énergétique, une fois stabilisée, ne peut pas provenir des mêmes sources d'énergie. On doit substituer. On doit substituer essentiellement les combustibles fossiles par des énergies renouvelables. Vous le voyez ici, dans une vue d'ensemble, si on veut, et vous voyez la partie en gris, ce sont les combustibles fossiles qui doivent diminuer dans le temps. La partie en bleu, ce sont les énergies renouvelables qui vont devoir augmenter significativement au fil du temps. Et évidemment, le troisième élément qui est inhérent au deuxième, on doit produire plus d'énergie renouvelable. Et ça, en soi, ça, c'est un chantier. Donc, voilà la réponse par quel moyen. Maintenant, on m'a demandé d'aller de creuser un peu plus, un niveau de plus, dans une pelure dans l'oignon, pour regarder, prendre une vue un peu sectorielle et surtout de regarder le transport. Donc, émissions par secteur, si on regarde ça, aujourd'hui, vous voyez ici, là, le Québec, en 2015, à tout le moins, émettait 82 mégatonnes de CO2 équivalent. Si on regarde ce qui est possible, ce n'est pas une prévision, c'est ce qui est possible si on met en place les bonnes politiques, les bonnes pratiques, les bons programmes, et ainsi de suite. Ce qui est possible ressemble à ça. On diminue les émissions totales du Québec de 82 à 57 mégatonnes et à peu près la moitié de ces réductions-là viennent du secteur des transports qui font de 34 à 23 mégatonnes. Je dirais que c'est pas beaucoup, mais je vous dirais que diminuer du tiers les émissions totales du secteur des transports en une seule décennie, c'est phénoménal comme changement. Et je vais y aller un peu plus dans le détail tantôt. Et juste pour finir, on parle de 2030 ici, nous parlons de 2050. En 2050, vous voyez le changement de secteur des transports. Si on est pour arriver à atteindre nos objectifs, le secteur des transports doit, à toute fin pratique, être complètement décarbonisé et c'est possible. Bon. Donc, un peu plus loin. On m'a demandé en particulier de regarder le transport des personnes. Donc, dans le transport, on a les personnes à transporter puis la marchandise à transporter. Parlons de personnes. À terme, les véhicules légers devront être électrifiés si on est pour arriver et atteindre nos objectifs et nos cibles. Ici, je vais vous présenter ce que nous dit le modèle, donc l'exercice de modélisation qu'on a fait. Et je vais commencer par les véhicules à combustion classique. Et comme vous voyez ici, d'ici 10 ans, si on est pour arriver à atteindre nos cibles, les véhicules à combustion classique doivent diminuer de moitié si on est pour y arriver et doivent à toute fin pratique disparaître de la carte à l'horizon 2050. Donc, ça, c'est les moteurs classiques. Ensuite, ils sont remplacés par quoi? Ils sont remplacés par, selon le modèle, une combinaison d'hybride et d'électrique branchable, que ce soit branchable hybride ou branchable pur électrique. Au-delà de ça, et je vais y revenir à ça, au-delà de ça, il y a également des véhicules à flex fuel, comme on dit, donc des véhicules qui sont capables de prendre des biocombustibles. Et en fin de compte, un tout petit peu de véhicules au gaz naturel comprimé et au propane. Vous ne voyez même pas la petite ligne là, mais là. Je vais vous parler du volet électrique en particulier. Et je vais vous dire une chose, avant même de rentrer dans le détail. Ce modèle-ci a été, les principaux inputs du modèle ont été créés il y a environ 2 ans. Or, depuis 2 ans, il y a des choses qui sont passées dans le domaine de la mobilité électrique, de sorte qu'aujourd'hui, moi, je vous dis tout de suite, je ne crois pas exactement en ces chiffres. À vrai dire, je pense que l'opportunité d'électrification des véhicules
est beaucoup plus important à l'horizon 2030 que ce qu'on voit ici. Donc, je vais mettre des petites flèches là, pour l'indiquer. Bref, je pense que le part de marché que représente l'électrique branchable peut grossir substantiellement, de sorte que d'ici 2030, on peut envisager avoir quelque chose de l'ordre de 1,5 à 2 millions de véhicules électriques sur nos routes. Ça, évidemment, ce serait majeur. Ce serait quelque chose comme toute la boîte encerclée ici. Voilà pour ce qui est de l'électricité pour les voitures personnelles, le transport des personnes. Parlons des... excusez-moi, j'avais parlé de marchandises, mais avant ça, juste pour vous dire pourquoi je pense qu'on est là, pourquoi je pense que ça a évolué si rapidement au point que nos propres modèles, en ce qui concerne cet enjeu-là, sont à revoir. Vous voyez ici, c'est quelque chose qu'on a fait dans le cadre de notre mandat, le nombre de modèles de véhicules électriques disponibles au Québec. Vous voyez la croissance du nombre de modèles en 2011 et 2015. Vous voyez, on commence à arriver à quelque chose comme une vingtaine de modèles en tout, principalement des voitures. Or, aujourd'hui, la principale demande en véhicules routiers, c'est pour les VUS et les camionnettes. Qu'on soit d'accord ou non, c'est ça la demande actuellement. Et quand on regarde ce qu'on sait du marché aujourd'hui, dans les dernières années, on a vu des annonces et on a vu l'arrivée de nouveaux modèles de véhicules électriques qui répondent à cette demande. Au point où, d'ici la fin de la prochaine année, on s'attend à avoir non seulement au-delà de 70 modèles de véhicules électriques branchables disponibles, mais un bon nombre qui viennent des catégories VUS et camionnettes. Je donne ici des exemples, en fait, les exemples pour les camionnettes et pas d'exemples pour les VUS parmi tant d'autres. Au-delà de ça, il y a des annonces. Les manufacturiers, les constructeurs d'automobiles ne dévoilent pas tout leur carte, mais nous font des annonces. Et voici en gros ce qu'on nous a dit en termes d'objectifs. Ford veut sortir 8 nouveaux modèles d'ici 2022, BM 25 modèles d'ici 2023. Toyota, Volvo et Mercedes ensemble parlent de sortir une quarantaine de nouveaux modèles d'ici 2025 et Volkswagen planche sur 70 modèles d'ici 2028, à commencer par le ID4 qui s'en vient à nos portes d'ici un an ou deux. En tout, on parle de 200 modèles de véhicules électriques qui vont être disponibles au Québec d'ici la fin de la décennie. Et avec 200 modèles de véhicules électriques, je suis beaucoup plus optimiste que je l'étais il y a même 2 ans. Voilà en gros. Est-ce que je parle également de... Alors, M. Donsky se demandait s'il parlait également de transport des marchandises. C'est un sujet très important, mais comme le temps nous est compté, nous allons avancer un petit peu dans sa présentation pour passer directement au transport de personnes. Merci. Voilà en gros. Peut-être un couple de dernières remarques là-dessus. Pour arriver à cette électrification, l'électricité ne tombera pas du ciel. On va faire un jeu de mots avec l'hydroélectricité, mais il va falloir produire plus d'électricité. Et ça pourrait être beaucoup plus si on ne s'attaque pas également au comportement, à l'aspect comportemental. Donc, si on ne touche pas au comportement, si tout ce qu'on fait, c'est remplacer un véhicule par un autre véhicule, par exemple, il va falloir augmenter, en fait, il va falloir à peu près doubler la production d'électricité au Québec. C'est faisable, c'est possible, c'est beaucoup. Cela étant dit, il y a une meilleure façon aussi. On peut également agir sur le comportemental. En agissant sur le comportemental, et par comportemental, on veut dire quoi? On veut dire essentiellement plus de gestion de la demande en transport
avec l'aménagement du territoire, avec des investissements en transport en commun, et ainsi de suite. Plus de gestion de la pointe électrique dans les bâtiments aussi. Plus d'activités d'investissement dans le stockage d'électricité également. Avec ces efforts-là, on est capable de réduire les pointes, de réduire la croissance requise du parc électrique du Québec pour qu'on augmente tout de même, mais de l'ordre de 1 % par année plutôt que plus de 2 % par année, ce qui fait quelque chose de, bien franchement, un peu plus faisable ici au Québec. Voilà du côté électricité. Et en fin de compte, n'oublions pas la question de la balance commerciale du Québec, parce que le Québec est un importateur net d'énergie. On est un exportateur, si on veut, de nos capitaux. On a une balance commerciale négative. Pourquoi? Principalement parce qu'on achète des produits pétroliers. On achète des produits pétroliers de l'extérieur et en réduisant nos achats et en substituant des produits pétroliers par de l'électricité et d'autres formes d'énergie renouvelable produites chez nous, on va être capable de diminuer, en fait, de faire fondre la balance commerciale du Québec, le déficit commercial du Québec, je devrais dire, de sorte qu'éventuellement, on arriverait même à produire un léger surplus commercial dans nos échanges internationaux. Donc, une autre raison pour accélérer cette transition énergétique, en plus, bien entendu, des bénéfices environnementaux. Parce que qui dit réduction, qui dit électrification des transports, ne dit pas juste gaz à effet de serre, mais réduction des maladies respiratoires par une amélioration de la qualité de l'air, réduction des décès liés aux vagues de chaleur et aux îlots de chaleur, réduction des coûts de santé publique et augmentation de la productivité. On a beaucoup de raisons pour accélérer cette transition énergétique. Et pour terminer là-dessus, justement, je dirais ceci, je vous laisse avec ceci. Je le dis tout le temps, je travaille, ma firme travaille aux quatre coins de l'Amérique. On travaille avec des clients un peu partout, y compris des clients en Alberta, par exemple, qui font de leur mieux dans leur contexte. Et je le dis partout où je vais, il n'y a pas un endroit à l'Amérique du Nord qui est mieux positionné que le Québec pour relever ce défi. Pensez-y. Pourquoi? Premièrement, le Québec a déjà une électricité décarbonisée. On est parmi les très, très, très rares endroits en Amérique du Nord où l'électricité provient déjà presque à 100 % d'énergie renouvelable. Deuxièmement, on a déjà entamé l'électrification de nos bâtiments. Ce n'est pas tout le monde qui le sait, mais à l'extérieur du Québec, en fait, à l'exception du Québec et du Nouveau-Brunswick, particularité historique, le chauffage, autant dans le commercial et l'institutionnel que dans le résidentiel, est fait à toutes les pratiques de gaz naturel. Ici, on a déjà électrifié une bonne partie de notre chauffage résidentiel. Donc, cet enjeu-là est bien entamé. Je travaille avec beaucoup de clients à l'extérieur qui commencent sur ce chemin-là. On l'a largement atteint. Troisièmement, notre économie n'est aucunement dépendante du pétrole ou du gaz naturel. En termes de production, on n'est pas un producteur de combustibles fossiles et ça rend la vie, ça rend la tâche incroyablement plus facile pour nous que pour, par exemple, l'Alberta ou le Saskatchewan, où les économies sont intimement liées à la production pétrolière et gazière. On a d'autres avantages aussi. On a tout, en fait, pour réussir cette transition. On a tout, en fait, pour devenir des leaders dans cette transition énergétique au bénéfice de notre économie, au bénéfice de notre environnement, au bénéfice de notre climat commun. Là-dessus, je vous remercie encore une fois. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite un bon panel. Alors, bonjour, merci à M. Donsky.
Alors, je pense que ce qui est évident dans la présentation de Dunsky, puis ce qui nous a poussé à l'inviter, c'est de voir que effectivement, pour faire la transition, on a besoin du véhicule électrique. Et puis que dans une autre perspective, pour que ce soit réaliste et puis qu'on n'ait pas besoin de multiplier les infrastructures de production d'énergie, eh bien, il faut avoir recours à des transformations dans l'aménagement du territoire, dans l'utilisation également des transports collectifs et actifs. Donc, c'est très important, puis il n'y a pas lieu de le minimiser aujourd'hui. Par contre, aujourd'hui, on s'intéresse à un sujet qui est celui de vraiment du véhicule électrique. Alors, bien sûr, il faut s'attarder à réduire les besoins de transport, par exemple en rapprochant les gens de leur emploi ou les emplois des gens, de transférer vers, comme je le disais, le transport actif, le transport collectif, très importante stratégie aussi, et puis d'améliorer nos véhicules. Alors, c'est plutôt dans cette troisième type de stratégie-là que s'insère l'électrification des transports. Néanmoins, il y a des défis très particuliers dans une ville comme Montréal pour le faire. Et puis, c'est dans cette optique-là qu'on a nos trois invités aujourd'hui. Alors, on va commencer d'abord en faisant un tour de nos trois invités avec Jacques Côté, ingénieur à la direction des transports chez Hydro-Québec, à nous faire une courte présentation des stratégies puis des actions d'Hydro-Québec dans ce sens-là. D'accord. Merci. Merci de nous donner la chance de présenter nos actions dans le domaine. Alors, confirmez-moi que vous voyez bien mon écran. Oui, c'est bon. On voit bien. Merci. Donc, j'ai choisi de débuter ma présentation par la page couverture de notre plan de développement durable 2020-2024 que tout le monde pourra trouver facilement sur le web. J'aime beaucoup le slogan « S'inspirer d'hier, préparer demain ». Ça rejoint ce que M. Dunsky disait, à savoir qu'on a un privilège au Québec de profiter de ce que nos prédécesseurs ont bâti hier en termes d'infrastructures pour l'énergie, notre énergie hydroélectrique. Et pour demain, bien, on est en plein cœur d'une transition énergétique. Hydro-Québec est engagé dans la transition et à l'intérieur de ça, elle-même s'engage vers la carboneutralité à l'horizon 2030 pour ses propres activités. Et dans tout les démarches qu'elle fait, autant vers les bâtiments que des sources d'énergie, bien, le secteur des transports, effectivement, est important et c'est un domaine dans lequel c'est un des objectifs importants du plan stratégique d'Hydro-Québec. Alors, évidemment, je ne repasserai pas tous les avantages qui ont déjà été cités par M. Dunsky, mais il est très clair qu'au Québec, il y a des très gros avantages à rouler électrique, beaucoup plus qu'ailleurs. Et il y a déjà des acquis. Par exemple, on sait que présentement, dans la région métropolitaine, il y a déjà 50% des usagers de transport public qui bénéficient de l'électricité pour, entre autres, le métro de Montréal et certains trains. Au niveau de l'électricité, pour faire fonctionner les véhicules électriques, elle est disponible. Présentement, on a de l'énergie disponible pour les besoins de l'ensemble de ce qui est requis pour électrifier les véhicules du Québec. Nos priorités d'action dans le contexte Montréal, pour focusser davantage sur le thème d'aujourd'hui, évidemment, appuyer l'électrification des transports collectifs. Hydro-Québec participe directement au projet du REM. Les métros et autobus qui vont convertir leur flotte par règlement, ils vont devoir le faire d'ici 2040. Et des initiatives comme Bixi électrique auxquelles on s'est associé avec notre filiale ILIO. Stimuler l'essor des transports électriques
le circuit électrique d'Hydro-Québec offre une recharge qui est publique d'abord et qui est très en évolution présentement et qu'on essaie de cibler sur les besoins des usagers. Présentement, à Montréal, on a 20 bornes rapides et plus de 1000 bornes de niveau 2. On va prochainement déployer des bornes rapides à 25 kW, donc qui sont moins grosses que les bornes qu'on voit présentement aux abords des autoroutes. Des bornes qui vont être placées, par exemple, près des marchés où est-ce que les gens vont faire des arrêts d'environ 1 heure pour pouvoir aller chercher une centaine de kilomètres d'autonomie, voire plus en 1 heure en allant, par exemple, dans un centre d'achat ou un édifice quelconque avec ces bornes-là qui sont beaucoup plus compactes, plus faciles à installer. Le circuit électrique a aussi une nouvelle application qui permet de trouver facilement les bornes de recharge, de planifier des trajets de manière optimale pour économiser l'énergie. Donc, toutes des initiatives qui contribuent aux usagers à leur rendre la vie facile pour l'utilisation des véhicules électriques. On fait des démarches aussi beaucoup pour promouvoir l'accès à la recharge abordable pour tous, j'y reviendrai, et on accompagne les propriétaires de flottes de véhicules dans leur transition des carburants pétroliers vers de l'électricité. On fait aussi beaucoup de sensibilisation aux avantages des véhicules électriques. Donc, on a plusieurs guides à l'heure actuelle qui expliquent les véhicules électriques, la recharge des véhicules électriques et aussi un nouveau guide qu'on a publié récemment sur l'intégration des bornes de recharge dans les immeubles à logement. Donc, surtout existants, il y a certains défis. Donc, le guide adresse ces problèmes-là. Les enjeux qui nous occupent actuellement, un des enjeux qui bloque un peu, pas mal même, l'électrification des transports, c'est le coût initial élevé au niveau des véhicules électriques. La batterie en particulier est un coût très élevé qui, heureusement, est en diminution et on s'attend à des diminutions substantielles qui vont favoriser l'essor des véhicules électriques. Mais présentement, il y a clairement un besoin de financement, en particulier pour les flottes de véhicules légers et lourds, un financement initial pour absorber les coûts initiaux, autant pour le véhicule que pour les infrastructures de recharge. On est actif en recherche et développement. On a le Centre d'excellence en électrification des transports, stockage d'énergie, qui fait des développements pour améliorer les performances, le cycle de vie, la sécurité des batteries. Donc, tout ça, éventuellement, va mener à une réduction de coûts, mais aussi à des matériaux plus durables et recyclables. Rendre la recharge universellement accessible à Montréal, c'est évident qu'il y a des challenges quand on pense aux immeubles existants sans stationnement, pour lequel il va falloir être créatif, donner accès à la recharge dans certains lieux, et des nouveaux immeubles où est-ce que présentement il y a vraiment une urgence d'agir sur les règlements. Et là-dessus, nous, on entend faire des démarches, des représentations pour que ça se fasse. Il n'est pas tellement... il me paraît insensé qu'un édifice aujourd'hui soit construit sans qu'il y ait ce qu'il faut pour accepter les bornes de recharge du futur. Voilà, donc en gros, c'est ma présentation. Je vous remercie. Merci Jacques. Alors, on va passer à notre prochain invité, David Corbeil, responsable des infrastructures de recharge de l'Association du véhicule électrique du Québec. Alors, merci Blaise. Au niveau de l'Association des véhicules électriques du Québec, petit survol rapidement. C'est une association qui a été fondée en 2013, qui compte plus de 10 000 membres propriétaires et enthousiastes de véhicules électriques. Le centre, disons, des actions prises par l'association, le premier niveau, c'est de réaliser des essais routiers
Donc, un élément important là, qui est problématique, c'est la disponibilité des véhicules électriques dans les concessionnaires. Alors, l'association a plus de 800 bénévoles dans 18 régions au Québec qui réalisent des essais routiers avec leurs propres véhicules pour donner l'accès à des futurs acheteurs à ce type de véhicule. Donc, l'année passée seulement, il y a plus de 4000 essais routiers qui ont été réalisés. Et nous sommes la plus grande association de propriétaires de véhicules électriques au Canada. Donc, comment généraliser l'utilisation du véhicule électrique à Montréal dans un horizon 2050? On a 4 mesures phares qu'on a identifiées. Donc, dans un premier temps, bonifier la loi zéro émission, accroître le réseau de recharge public, réglementer les nouveaux immeubles, et contraindre l'utilisation des véhicules à combustion. Donc, au niveau de la bonification de la loi zéro émission, ce qu'on recommande, c'est de bonifier à 100% des ventes de véhicules légers à l'horizon 2030. Donc, ça, c'est pour les véhicules 100% électriques ou les hybrides rechargeables. Comme on le voyait un petit peu plus tôt dans la présentation de M. Donsky, dans cet horizon de temps, là, on est confiant qu'il faut avoir une disponibilité de véhicules pour desservir les besoins qui varient beaucoup au niveau des Québécois et des citadins de la ville de Montréal, en plus de laisser le temps aux infrastructures de se mettre en place pour faciliter la recharge. Il y a également plusieurs pays qui ont des cibles là, pour 2030, 2035 et même le Canada qui a déjà une cible pour 2040. Donc, on croit que le Québec peut en faire un petit peu plus, notamment parce qu'on a un contexte qui est extrêmement favorable sur le plan énergétique. Accroître le réseau de recharge public. Donc, pour acheter un véhicule électrique, le consommateur doit sentir qu'il peut se recharger facilement. Donc, non seulement à l'échelle montréalaise, mais aussi à l'échelle provinciale pour que quelqu'un qui achète un véhicule puisse occasionnellement sortir de la ville et avoir accès à un réseau de recharge qui est fiable. On pense qu'il est nécessaire d'avoir à peu près 2000 superchargeurs dans l'horizon 2030. Des chargeurs rapides, donc pour les axes routiers avec une capacité là, minimale de 150 kW. Et aussi une interface qui est disponible pour la disponibilité des bornes et aussi la planification de trajet. Et là-dessus, Hydro-Québec a vraiment fait un travail remarquable en dévoilant dernièrement une nouvelle application qui vient vraiment révolutionner l'expérience usagée pour les déplacements, autant en ville qu'entre les villes. Troisième mesure phare, réglementer les nouveaux immeubles. Donc, d'exiger de prévoir l'infrastructure de base dès la construction. On pense que la Ville de Montréal doit agir rapidement. Il y a vraiment une urgence à ce niveau-là. Les promoteurs ne sont pas proactifs, ils sont réactifs en ce moment et ça cause beaucoup de déceptions sur le marché. On a plusieurs villes canadiennes qui ont déjà adopté des réglementations et vraiment, Montréal, on croit qu'il pourrait se positionner à ce niveau-là et légiférer. Et ce genre de réglementation-là permet certainement de réduire le coût de possession totale d'un véhicule électrique en facilitant l'accès à la recharge et des meilleurs coûts pour l'électricité. Et quatrième mesure phare pour généraliser l'utilisation du véhicule électrique dans l'horizon 2050, ce serait de contraindre l'utilisation des véhicules à combustion, par exemple au centre-ville de Montréal. Donc, on peut s'inspirer de certaines villes comme Londres et Madrid qui ont déjà abordé en ce sens, ou également de mettre en place des voies, des stationnements exclusifs aux véhicules électriques. Donc, voilà pour ma présentation. N'hésitez pas à encourager l'AVEC en devenant membre. Vous pouvez voir tous les détails à avec.ca. Merci infiniment, David, pour cette présentation. On va passer à notre troisième invité, Jonathan Robichaud, conseiller en aménagement de la division des plans et politiques du service de l'urbanisme et de la mobilité de la Ville de Montréal. Donc, il ne manque plus que le microphone
Jonathan. C'est bon, on vous entend. Yes, et voilà. Je suis désolé. C'est correct. J'essaie de faire ça super rapidement parce qu'il y a effectivement beaucoup de trucs qui ont été dits. Puis j'ai regardé les commentaires passés. Il y a des sujets passionnants dont il faudra à tout prix discuter. Pour répondre à la question, là, comment généraliser les véhicules électriques d'ici 50, je veux juste rappeler à Montréal, là, je pense qu'il faut d'abord miser sur les forces qu'on a. Il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits depuis 4 à 5 ans à Montréal. Aujourd'hui, l'électromobilité sur l'île, c'est un peu plus de 8000 véhicules électriques immatriculés. C'est plus de 1500 bornes de recharge publique, dont la moitié est déployée par la ville et qui a enregistré en 2019 plus de 235 000 recharges. Jacques en parlait tantôt, c'est des transports collectifs massivement électrifiés. Il parlait de 50 pour la région métropolitaine. Sur le réseau de la STM, c'est près de 75 de tous les déplacements qui sont faits par année qui sont faits grâce à des modes électriques. C'est important de se le rappeler, là, 280 millions de déplacements par année. C'est une première ligne d'autobus 100 électrique. C'est d'ici la fin de l'année, plus de 1000 bixi électriques. Les trottinettes, les vélos jump qui ont été mis en service dans le cadre de projet pilote l'an passé ont permis près de 800 000 km de déplacement. Puis, il y a une flotte à Montréal d'à peu près 85 véhicules en libre-service électrique. Fait que, je pense qu'il faut miser sur ces éléments-là pour bâtir à partir de ça. Après, il faut reconnaître qu'il y a des enjeux, il faut reconnaître qu'il y a des barrières à abattre. Et je voyais les commentaires passer tantôt. Effectivement, il faut garder, je pense, en tête que l'électromobilité est une solution dans un cocktail de solutions. C'est un ingrédient. Donc, il faut considérer ça dans une approche globale de planification de la mobilité durable, réduire, transférer et améliorer le transport électrique et davantage dans le volet d'amélioration et il faut le garder en tête. Je pense que pour réussir une flotte davantage électrique à Montréal ou une électromobilité plus étendue en 2050, il faut miser sur le transport collectif électrique. Ça doit être au centre des stratégies municipales. Je tiens juste à rappeler les enjeux que je souligne ici où les pistes d'action sont assurément d'utilité pour toutes les grandes municipalités canadiennes d'Amérique. Ce n'est pas des cas qui sont uniquement attribuables à Montréal. Je pense que ça passe aussi par un cadre plus solide et des outils, je dirais, plus agressifs pour favoriser l'électrification des mobilités partagées davantage, qui ont un grand rôle à jouer dans la mobilité urbaine. C'est aussi de travailler pour soutenir davantage une industrie du taxi électrique. Il faut pérenniser cette industrie-là. On a eu Théo Taxi qui a malheureusement cessé ses activités il y a maintenant quelques années, 1 an et demi, 2 ans. Et la nouvelle loi sur l'industrie du taxi là, vient émettre des cibles par rapport à ça. Donc, il faut trouver les moyens de pérenniser cette industrie-là. Il faut aussi, je pense, travailler au développement du potentiel de vélo à assistance électrique pour le navettage. Ça ouvre des nouvelles opportunités, des nouveaux marchés pour des navetteurs qui sont plus loin des pôles d'emploi qu'un vélo traditionnel. Il y a là un grand intérêt, je pense. Évidemment, je pense qu'on ne peut quand même pas passer à côté de l'auto électrique dans les politiques municipales de manière générale. Il faut reconnaître le potentiel de l'auto électrique. Il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de Montréalais qui ont besoin de ces véhicules-là. Ceci étant dit, il faut travailler à réduire les obstacles associés à la recharge. Je pense que pour les municipalités, c'est le rôle qu'ils ont à jouer par rapport à ça. David et Jacques en ont parlé tantôt. Un réseau de bornes publiques pour répondre aux besoins particuliers dans l'hypercentre, je pense que c'est un enjeu. Il faut s'y attaquer de front dans les prochaines années. Il faut répondre aux besoins des gens qui n'ont pas un accès à un stationnement ou même à la recharge parce qu'ils sont locataires. Donc, il faut trouver des solutions pour ce marché-là. On parlait d'infrastructures élémentaires dans les immeubles neufs. Je voyais aussi un commentaire passer tout à l'heure. Le code du bâtiment a été modifié en 2018. C'est les immeubles de 4 logements et moins qui doivent avoir ces infrastructures-là. Il faut trouver le bon outil maintenant réglementaire pour poursuivre le déploiement dans les immeubles multilogements. C'est je pense,
un incontournable. Il faut trouver la bonne formule, combien de places on électrifie. C'est un des enjeux. Et il faut aussi reconnaître qu'il y a des enjeux d'intégration des bornes sur le domaine public. Il y a des impacts sur le paysage, il y a des impacts sur l'entretien, le déneigement, entre autres, l'encombrement du domaine public. Il faut répondre à cette question-là parce que c'est prioritaire. Et je pense qu'on ne peut pas penser à une électrification durable des transports sans répondre à cet enjeu-là. Je fais ça rapidement. Je parlais de 5 minutes, ça avance vite. L'électromobilité pour améliorer la qualité de vie des citoyens, là, je pense que ça aussi, c'est un... M. Donsky en parlait dans sa présentation. Là, on parle beaucoup de l'électromobilité comme une solution au GES. Il faut le voir, je pense, aussi comme une opportunité d'améliorer ou de réduire les impacts sanitaires dans nos quartiers. Réduction de bruit, réduction des îlots de chaleur parce que les moteurs produisent moins de chaleur et aussi améliorer la qualité de l'air. C'est des éléments dont on parle beaucoup moins souvent, mais où il y a un fort potentiel, je pense. Je terminerai peut-être en rappelant que les gouvernements locaux, les grandes entreprises et les institutions ont un rôle d'exemplarité sur lequel il faut miser dans les prochaines années pour démontrer qu'il y a des flottes entières qui peuvent être exploitées dans un contexte commercial ou institutionnel. Et ça veut dire que les résidents peuvent aussi considérer qu'une voiture électrique là, peut être intéressante dans leur vie quotidienne. Ceci étant dit, les municipalités peuvent évidemment pas faire tout seul. Je ne veux pas m'éterniser là-dessus, mais je pense qu'il faut parler d'écofiscalité et de planification régionale de l'électromobilité, considérant que les limites administratives, là, les utilisateurs, si je peux dire, des pôles économiques de la ville, là, ils n'en ont que faire. Donc, il faut réfléchir à ça de manière plus globale. Il faut continuer pour une période transitoire de soutenir, je pense, l'achat des véhicules électriques. Les résultats sont clairs au Canada. Là où il y a de l'aide financière, les retombées en termes d'adoption sont aussi claires. Il faut du financement dédié et même bonifié au transport collectif électrique, vu l'apport modal qu'on peut penser atteindre avec ces transports-là. Il faut continuer de mettre ça au centre de nos préoccupations. J'en parlais, là, développer le réseau de bornes de recharge publique. Encore là, de manière transitoire, je pense que c'est essentiel dans la mesure où la technologie n'est pas encore à pleine maturité. Il faut finalement, je dirais, travailler à réduire les irritants là, pour l'achat des véhicules électriques, renforcer la loi VZE qui favorise l'accès aux véhicules électriques chez les concessionnaires. Il faut travailler avec le gouvernement du Québec pour améliorer cette loi-là, pour qu'on n'ait pas à attendre 6 mois, 3 mois pour avoir le véhicule et pour qu'on diversifie l'offre. Il y a une question d'équité. Les véhicules qui sont offerts ne sont pas tous des véhicules de grand luxe, mais il y en a beaucoup. Il faut travailler avec cette loi-là, je pense, pour essayer de diversifier l'offre. Et finalement, un malus cohérent avec les cibles ambitieuses. Je pense qu'on ne passe pas à côté de ça. Voilà. Fait que je laisse la parole à Blaise. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces 3 présentations qui sont bien complémentaires puis qui se répondent bien les unes les autres. Donc, avant de passer à la période d'échange, peut-être les 3 panélistes, vous pouvez ouvrir vos microphones puis vos caméras. J'aimerais répondre, là, il y a certaines questions déjà. Continuez de nous envoyer nos questions. On essaie de répondre du mieux qu'on peut. Déjà, à l'objection de la place du véhicule électrique, est-ce que c'est une solution qui est vraiment crédible d'un point de vue environnemental? Est-ce qu'il n'y a pas des effets rebonds, tout ça? Alors, je voudrais juste ramener le sujet sur le sujet d'aujourd'hui. Alors, bien sûr, au Conseil régional de l'environnement de Montréal, on ne considère pas que le véhicule électrique, c'est la panacée. Et puis, on croit qu'il y a beaucoup de travail qui doit être fait pour réduire la demande de transport, notamment la stratégie de la ville 15 minutes est vraiment porteuse à cet effet-là. Il faut aussi mettre de nombreuses mesures pour diminuer la croissance du parc automobile, puis même la limiter, par exemple, en transférant des voies de l'automobile vers des voies réservées pour cyclistes, par exemple, ou pour autobus. Donc, il y a une palette de solutions qui doivent être mises de l'avant pour vraiment arriver à une mobilité durable
Par contre, dans la réalité montréalaise, avec des couronnes qui sont vraiment peu propices au transport collectif puis au transport actif, il nous semble vraiment incontournable, là, dans un horizon de 30 ans, de recourir à des stratégies d'amélioration, donc de conserver une partie du parc automobile en véhicules et puis en véhicules électriques là, pour rencontrer nos cibles de réduction de gaz à effet de serre. Donc, peut-être que vous aurez le goût de rajouter un commentaire là-dessus, les panélistes. Les panélistes, je les vois ici dans mon écran de côté, alors si vous me voyez tourner la tête, c'est pour ça. Et puis, voilà, donc j'aimerais peut-être y aller avec une première question. Là. Monsieur Corbeil a dit, bon, à Montréal, on est encore en un mode réactif. On n'a pas une législation qui force les promoteurs là, à répondre à la demande. Ou à susciter la demande peut-être. Donc, là-dessus, est-ce qu'on en fait suffisamment? Est-ce que ça va suffisamment vite présentement pour qu'on atteigne nos cibles, là, puis que vraiment on puisse se dire on est en bonne voie d'ici 2050 là, pour généraliser l'utilisation du véhicule électrique? Oui, bien, je peux y aller à ce niveau. En fait, on pense que la Ville fait un très bon travail, notamment avec Hydro-Québec, pour tout ce qui est des gens qui n'ont pas de stationnement. Donc, la recharge sur rue, la recharge publique, il y a un bon travail qui est fait à ce niveau-là. Par contre, quand on regarde les gens qui achètent des véhicules électriques en ce moment, qui souvent, ces véhicules-là coûtent un petit peu plus cher, ben c'est des gens qui ont un stationnement. Puis c'est un critère important là, disons, de sécuriser l'élément recharge avant d'acheter le véhicule. Donc, c'est important que si la personne a un stationnement, qu'il soit possible de se recharger à domicile. Et il y a les immeubles construits. C'est difficile quand même de réagir à ce niveau-là pour la Ville. Tandis que pour les nouveaux immeubles, ben, on peut agir rapidement, quand même à faible coût. Là. C'est de légiférer, de s'inspirer de bonnes pratiques ailleurs dans le monde et de s'assurer au moins que pour le futur, on règle cet enjeu important d'accessibilité à la recharge. Tout à fait d'accord avec les propos de David à ce sujet-là. On pense effectivement que pour les nouveaux immeubles, il n'est pas nécessaire aujourd'hui d'installer les bornes immédiatement. Et c'est ce qui est requis, c'est de prévoir l'infrastructure électrique pour les recevoir. Donc, les coûts ne sont pas si significatifs que ça par rapport au coût d'un logement neuf à Montréal. Donc, on pense qu'effectivement, il devrait y avoir des règlements qui poussent pour cette adoption-là, compte tenu de la vie du logement et puis de ce qu'on voit dans un horizon de plusieurs décennies. Je me permets d'ajouter mon grain de sel. D'abord, il y a certains arrondissements qui ont commencé à légiférer. Là. Les ratios sont variables d'un arrondissement à l'autre et c'est évidemment pas dans tous les arrondissements montréalais qu'il y a ce type de normes-là. Mais je suis plutôt d'accord qu'il faut répondre assez rapidement à cette question-là, alors qu'on voit les taux de croissance d'intérêt pour les véhicules là, grandir de manière exponentielle. Le défi à très court terme, c'est ce côté l'identiel, c'est de déterminer c'est quoi le ratio optimum. Je vois mal de mettre des bornes dans 100% des stationnements, mais soyons prêts pour un besoin éventuel, pour une demande éventuelle de la clientèle. Puis, je dois être en accord avec ça. C'est assurément un élément auquel la Ville réfléchit beaucoup et va continuer de le faire dans les prochaines années. Là. Je pense qu'on doit répondre à cette question-là, qui, hélas, n'a pas été réglée en 2018 quand le code de construction du Québec a été modifié. Mais voilà, il y a des outils locaux qui nous permettent aujourd'hui de le faire. On en est conscient, puis voilà. Rapidement, qu'est-ce qu'on devrait viser comme infrastructure là, dans les immeubles neufs présentement pour, imaginons, un stationnement d'une 15aine de places? Qu'est-ce qui doit être prévu là,
faire un Comme, commentaire. oui, comme j'ai mentionné, il n'est pas requis d'installer la borne elle-même. Ce qui est requis, c'est de prévoir l'installation de la borne, donc éventuellement, comme il avait été prévu en 2018 pour les immeubles de 4 logements et moins, c'est d'étendre cette mesure-là aux plus de 4 logements, aux immeubles à logement, où est-ce qu'on prévoit, par exemple, un conduit ou le filage et surtout une entrée électrique qui est dimensionnée, pas pour toutes les bornes à la fois, on s'entend. Il ne s'agit pas de faire une multiplication de la puissance, de surdimensionner les entrées électriques. Il faut qu'il y ait une gestion de la puissance, une gestion de la pointe qui soit faite, mais dans des nouveaux immeubles, ça s'incorpore bien. Les technologies sont disponibles pour le faire aujourd'hui. Je suis très d'accord avec les propos de M. Côté et ce qu'il faut éviter aussi, c'est le gaspillage, bien sûr, mais également, si on regarde des exemples de certaines villes qui sont allées pour un faible ratio de stationnement, qui ont légiféré, ce qu'on se rend compte sur le terrain, c'est que ça complexifie énormément les projets parce que c'est difficile au moment de la préconstruction d'identifier quelles unités vont être vendues avec un stationnement électrique. Donc, c'est un petit peu à côté de la question, puis vraiment faire un pas en arrière, se concentrer sur l'infrastructure élémentaire, la capacité électrique. C'est vraiment là où on peut avoir, je pense, un bon impact tout en évitant le gaspillage. Parce que aujourd'hui, les gens achètent leur place de stationnement. On voit dans d'autres pays là, de plus en plus des stationnements partagés où finalement on achète une place, n'importe laquelle, dans un stationnement. Là, ça permet plus facilement de déployer une infrastructure, là, par exemple. David. Oui, exactement. C'est ça. D'accord, bien, oui, c'est ça. Il y a une autre question là, qu'on avait identifiée, c'est la question de la désuétude. Là, présentement, on installe un réseau avec la technologie d'aujourd'hui. Est-ce qu'on doit se préoccuper qu'un jour, notre réseau de recharge, que ce soit circuit électrique ou les bornes dans des immeubles privés, arrive à être désuet parce que, bon, on est rendu avec une recharge rapide ou d'autres standards? Est-ce que ça doit nous préoccuper? Est-ce que c'est prévu? Il est certain que ça doit nous préoccuper au niveau de la désuétude de ces équipements-là. Ce sont des nouvelles technologies et de ce fait-là, il faut être conscient qu'il y a une évolution. Ce qui nous sauve un peu de ça, à l'intérieur de ça, pour nous, pour les bornes électriques, c'est qu'elles sont associées à un véhicule, lequel véhicule a lui-même déjà une durée de vie. Donc, les bornes qu'on a à l'heure actuelle correspondent bien aux besoins des véhicules qui sont sur la route pour au moins une dizaine d'années. Donc, les bornes ont déjà une espérance de vie technologique puisque le véhicule ne changera pas son port de recharge. Donc à ce niveau-là, il y a quand même une permanence, mais on vise d'évoluer vers des technologies qui vont être plus universelles, plus faciles à faire évoluer tout en conservant une bonne partie du hardware là, qui a été mis en place. Donc oui, c'est une préoccupation très claire. Je peux peut-être ajouter à ça que à tout de moins dans le développement du réseau de bornes de recharge publique auquel s'affairent plusieurs municipalités, dont Montréal, c'est assurément une préoccupation. Ça coûte cher de développer ce réseau-là. Mais je pense que je parlais d'exemplarité tantôt, là, dans les gouvernements, les institutions. Il y a un rôle à jouer par rapport à ça pour donner l'impulsion initiale à ce marché-là. C'est clairement évoqué par tous les consommateurs. L'accès à la recharge, la peur de manquer d'énergie est constamment évoqué comme un frein à l'adoption des véhicules électriques. Donc, il faut vivre, je pense, avec le fait que oui, peut-être que dans 10 ans, les véhicules vont avoir une autonomie beaucoup plus grande. Peut-être que les stations-service vont offrir du service de recharge ultra rapide qui fera en sorte que les bornes publiques le long des trottoirs ou même dans les bâtiments seront plus aussi utiles.
mais je pense que, comme l'a dit M. Gauthier, là, ça fait partie de toutes les nouvelles technologies. Il faut vivre avec le fait qu'on doit donner une impulsion initiale à ce marché-là. Il faut se rappeler qu'on donne cette impulsion-là parce que les véhicules électriques, oui, il y a des impacts là, environnementaux associés à ça, mais d'un point de vue de GES, il faut se rappeler que sur l'ensemble d'un cycle de vie, c'est quand même 65 de moins de GES et en exploitation, on est pratiquement à 100 Donc, il y a un gain si on le regarde du point de vue des émissions de GES. Donc, je pense qu'on a un rôle à jouer, même s'il y a des incertitudes technologiques par rapport à ça. Parfait. Merci beaucoup. Alors, on va passer à des questions du public pour les dernières minutes. Donc, rapidement, là, est-ce que Hydro-Québec est ouvert à l'utilisation du véhicule électrique dans un contexte de smart grid? Donc, finalement, on a vu dans les solutions que Dunsky présentait là, la question du stockage de l'énergie. Est-ce que le véhicule électrique pourrait devenir un stockage d'énergie dans la stratégie d'Hydro-Québec? Oui, tout à fait. Effectivement, c'est des choses qu'on étudie. On a présentement un projet à Mégantic où est-ce que justement il y a un hub de réseau intelligent où est-ce que les énergies, toutes sortes d'énergies sont prises en compte pour éventuellement être complètement autonomes à l'intérieur de ce parc-là. Et effectivement, la voiture électrique fait partie de l'infrastructure. Maintenant, ce n'est pas toutes les voitures électriques aujourd'hui qui sont construites qui permettent de faire ce qu'on appelle le V2G, là, Vehicle to Grid. Désolé de l'anglais, mais du véhicule vers le réseau. Mais oui, c'est des technologies qu'on regarde, qui sont importantes pour le futur et que Hydro-Québec entend bien exploiter. Merci. Autre question, et puis je vais la combiner avec une de mes questions à moi. Que pensez-vous d'une tarification des bornes de recharge basée sur la quantité d'énergie plutôt que le temps? Doit-on se préoccuper des monster trucks électriques? Là? On a tous M. Dunsky le montrait, le Hummer électrique, le F-150 électrique, le Cybertruck, tous des véhicules qui vont être excessivement coûteux en énergie. Est-ce qu'on doit se préoccuper de ça? Puis comment gérer ce gaspillage d'énergie-là là, qui va être induit? Au niveau de la tarification, premièrement, c'est l'Association des véhicules électriques est impliquée au niveau d'un comité qui fait pression auprès de Poids et Mesure Canada pour passer de la tarification minute à la tarification à l'énergie, au kilowattheure. C'est un enjeu important pour tout ce qui est de la recharge publique, de la refacturation, mais qui est assez complexe à régler. Donc, selon les discussions qu'on a eues, là, ça ne sera pas réglé là, demain matin. Donc, à court terme, on pense qu'il faut trouver des meilleures méthodes avec la recharge à la durée, à la minute, pour rendre ça plus équitable pour le commerçant et pour le consommateur. Pour les super trucks, les cyber trucks, ça revient à changer les habitudes. Je pense que si quelqu'un a besoin d'un véhicule plus gros pour son travail ou pour des besoins particuliers, c'est mieux qu'il soit électrique qu'à propulsion à essence. Toutefois, si on peut éviter le monster truck, là, c'est sûr que c'est encore mieux pour la cause. Il est certain qu'il y a des changements de mentalité qu'il faut qu'ils se fassent vers les transports collectifs. Ça n'a aucun sens il y a de plus en plus de VUS aujourd'hui. On a un problème collectivement avec ça et ça passe par l'éducation et éventuellement des bonus-malus qu'il va falloir renforcer clairement. Je ne pense pas qu'on puisse l'éviter. Je pense que tout a été dit. C'est sûr qu'il y a une mode, c'est sûr qu'il y a clairement un besoin chez une tranche de la population. On peut avoir deux approches, là, soit tenter. Je pense qu'à long terme, il faut effectivement essayer de réduire au maximum
taille gigantesque de véhicules-là parce que ça a un coût, l'occupation du domaine public. On le vit beaucoup à Montréal. Puis partout ailleurs, la taille des routes, les stationnements, etc. À très court terme, est-ce qu'il faut diaboliser ces types de véhicules-là? La question se pose, est-ce qu'on laisse derrière un pan de la population qui, à court terme, est absolument attaché pour des raisons professionnelles ou culturelles? C'est un gros débat. Mais je pense qu'entre un VUS à essence et un VUS électrique, il ne faut pas être fermé, il faut profiter de l'avantage qu'offre la propulsion électrique sur ces modes-là. On est dû pour des bons débats, puis on en a un présentement avec le port du masque qui me fait un peu sourire, qui me fait un peu réagir, où est-ce que les gens pensent à eux et ne voient pas l'intérêt de la santé publique de porter un masque. Bien, dans le transport, on est un peu confronté au même moi, et il faut penser davantage collectif, il faut vraiment changer les mentalités. Bon, alors oui. J'allais juste peut-être conclure là, en rappelant que, puis c'est sûr qu'on on s'expose à certaines critiques quand on se compare à plein de modèles européens, mais les pays d'Europe où l'électrification est davantage implantée, ben oui, il y a la question du malus sur les véhicules à essence, puis même sur la taille des véhicules. C'est un élément auquel il faut réfléchir, comment ça peut s'appliquer dans le cadre municipal du Québec. Mais c'est un enjeu. Puis Jacques le souligne, c'est quasiment un débat de société là-dessus. Mais je pense qu'on est rendu à y réfléchir sérieusement. Voilà. Oui. Alors, ben, ça me semble être une belle conclusion à notre panel. Donc, débat de société sur nos besoins de transport et puis sur les solutions la liberté des choix individuels qu'on fait et puis l'impact collectif qu'ils ont dans le reste du monde et puis sur les autres citoyens de la ville. Alors, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter en fermeture, Jacques, David, Jonathan? Peut-être juste au niveau de la question du transport collectif, puis peut-être l'image qu'on en a en ce moment. Puis si on pense à la pandémie aussi, la distanciation, moi je pense qu'au niveau du transport collectif puis l'optimisation beaucoup du transport, ça va énormément passer par la voiture autonome. Donc ça aussi, je pense que si on vient au sujet qui est au niveau de la ville, bien, de favoriser une politique qui permettrait l'usage de voitures autonomes de façon peut-être plus proactive que d'autres endroits, bien, ça va permettre grandement le ride-sharing ou le partage. Ça tomberait dans les objectifs de moderniser l'industrie du taxi et certainement de réduire la congestion et d'optimiser des véhicules, des actifs qui souvent sont stationnés à 90% du temps dans des stationnements. Merci. Pour revenir à la présentation initiale de M. Donsky, je trouve quand même encourageant de voir que il y a des actions qui sont entreprises et qui vont permettre d'atteindre les cibles qui ont été fixées. On peut faire mieux, on devrait faire mieux. Il faut agir, simplement. Parfait, merci. Je conclus pour ma part en soutenant que le véhicule électrique est essentiel, mais encore une fois, qui doit être vu dans une approche plus globale, réduire la dépendance à l'auto solo, là où c'est possible. Je pense qu'il faut miser là-dessus, mais là où c'est pas possible, c'est dans ces créneaux-là qu'il faut travailler l'électrification des transports individuels. Parfait. Merci. Merci infiniment à vous trois pour ces lumières sur cette question très importante qu'on a à régler dans les prochaines années. Juste rappeler que Montréal est en fin de
politique d'électrification. Donc, il va y avoir une nouvelle stratégie qui va être déposée. On est aussi en début de parcours là, au niveau de l'adoption d'une nouvelle politique, un plan d'urbanisme et de mobilité. Pardon. À l'échelle du Québec aussi, on a de nombreux choix qui se dessinent devant nous là, concernant, on va avoir un plan vert, j'oublie son nom, pardonnez-moi, le nom m'échappe, qui va être présenté cet automne. Un plan pour une économie verte. Voilà. Et puis, où on verra finalement le sérieux de ces acteurs-là qui sont bien positionnés là, pour donner une grande impulsion à la mobilité durable sous toutes ses formes, incluant, comme M. Robichaud disait, le véhicule électrique, là où c'est pas possible de faire mieux. Alors, je vous remercie. Je vais partager également nos informations de contact. Alors, ça... Un jour, nous serons tous fluides ce qui a trait aux présentations en ligne. Alors, excusez-moi, je cherche à reprendre le diaporama. Alors, pour nous contacter, est-ce que vous voyez, est-ce qu'on voit bien ma présentation? Je ne crois pas. Excusez-moi. Alors, je vous la laisse comme ceci. Alors, la campagne Roulons électrique qui va se continuer partout au Québec. Et puis, la campagne J'embarque, les rendez-vous de la mobilité durable sur l'île de Montréal. Donc, vous avez ici les coordonnées pour voir le reste de notre programmation qui va se dérouler jusqu'à la fin septembre. Et je vous remercie infiniment pour notre belle discussion et puis pour la présence des nombreux web spectateurs. Et puis, je vous remercie encore à tous nos partenaires et puis à tous nos panélistes. Et bonne fin de mois de la mobilité durable à Montréal. Merci. Merci. Merci beaucoup. Bye bye.